Bonsoir, salam alaikum Azul Fellaoun, bienvenue sur Al-Maghribia. Ce soir, nous avons un sujet qui fait vraiment du bruit en ce moment sur les réseaux sociaux algériens. Et parce que justement, il traite des réseaux sociaux en Algérie. Voilà, un projet de loi pour recadrer, je sais pas, recadrer, cadrer, censurer les réseaux sociaux en Algérie. Donc on parle de TikTok, on parle de Facebook, on parle de YouTube, on parle de Twitter, on parle de tout. Un projet de loi d'encadrement strict de ces plateformes numériques internationales est donc actuellement examiné par l'Assemblée populaire nationale, al-Parlement. Ce texte porté par le député Abdelbasset Bouhali du parti Al-Mustaqbal vise directement donc TikTok, Facebook, euh, YouTube, Instagram, Twitter, etc., dont le nombre d'utilisations en Algérie atteint des seuils vraiment considérables. Tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, pas qu'en Algérie d'ailleurs. Hein. Le projet de loi vise à ce que les différentes plateformes installent un bureau local donc en Algérie et nommer un représentant légal. Ceci permettra aux autorités, selon ce document donc de projet de loi, donc par voilà le Parlement, de dialoguer directement avec les géants du numérique et d'assurer le respect des injonctions administratives. Le projet prévoit également un délai de 24 heures, par exemple, hein, pour supprimer tout contenu jugé. Ça, c'est une question très importante aussi, illicite. Après notification officielle sous peine de sanction. Donc, on est en train de parler de la souveraineté numérique, on parle du licite, on parle de l'illicite. Voilà, c'est des expressions qui soulèvent beaucoup de questionnements. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi dans cette émission Mohamed Amziane Rahmoun. Mohamed Amziane Rahmoun, universitaire, défenseur des droits de l'homme. Bonsoir, Azoul Mohamed. الزول لك يا جماعة حسين الزول في القناة دوت الساعة بيان سور الزول في قاعد يتابع إذا ميرت ميرت دارو. Merci Mohamed Amziane. L'émission est en français, Mohamed Amziane. Ça vient de déjà. Et avec nous aussi, Azwaou Chemrouk, Azwaou, militant politique universitaire aussi, lui. Azwaou, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hussein, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à l'équipe technique, bonsoir à vos invités, notamment Mohamed Amziane. Et merci pour l'invitation, Hussein. Merci, bienvenue, marhaba bikoum. Mohamed Amziane. Alors, Mohamed Amziane, une première réaction peut-être à ce projet de loi. En ce moment, Mohamed Amziane, il y a beaucoup de projets de loi. Il y a un projet de loi pour déchoir de leur nationalité les opposants algériens qui critiquent le régime depuis l'étranger. Et là, nous avons une deuxième pépite. Mohamed Amziane. J'étais obligé de boire un peu d'eau parce qu'il y a trop de projets de loi. Trop d'émotion. Voilà, oui. Je salue au passage Azwaou, c'est toujours un plaisir de partager avec lui un plateau. Donc, ma première impression est tout simplement, n'oublions pas que l'Algérie, déjà, elle s'est inscrite à travers plusieurs lois liberticides, donc dans la fermeture. Et malheureusement, le constat, il n'est pas que pour l'Algérie. Si on va prendre, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'émission Thadiend, si on prend le comité de protection des journalistes qui a parlé par exemple sur le rétrécissement donc, des libertés aussi, il a donné un classement assez intéressant que par exemple l'Érythrée, la Corée du Nord, le Turkménistan, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Vietnam, l'Iran, la Guinée, l'Équatoriale, la Bélarus et Cuba sont au podium. Et si on prend le classement de RSF, Reporters sans frontières, on s'aperçoit que pratiquement 50% de la population mondiale vit dans un pays où la situation de la presse est très grave. Pourquoi je dis ceci? Parce que le dernier projet de loi proposé par un député, il parle des réseaux sociaux, mais il parle aussi, pas uniquement des mœurs. Et pourquoi j'ai cité tous ces exemples? C'est pour vous dire que la tendance de ceux qui sont pour la censure, pour la fermeture médiatique, la surveillance des réseaux sociaux, sont pratiquement de trois genres.
ce soit des pays dictatoriaux ou des pays, des autocraties, telles que l'Arabie Saoudite et l'Iran, ou le retour des extrêmes droites. Par exemple, même les États-Unis d'Amérique, ils sont classés comme étant un pays problématique. Pourquoi cette tendance? Cette tendance, en fait, dans le cas algérien, malgré que si on prend une analyse des réseaux sociaux, certains ont avancé effectivement le danger des algorithmes, parce que quand vous aimez, par exemple, regarder un programme, généralement, vous allez remarquer que c'est le même programme ou presque, comme ce programme qui revient. C'est comme ça que sont faits les algorithmes derrière Facebook, derrière Instagram, etc. Comme l'affaire de Molly Russell, c'est une jeune adolescente qui s'est suicidée, c'est à cause d'Instagram. C'est pour ça qu'il y a eu des critiques. Ils ont essayé, et bien sûr, ceux qui travaillent dans les algorithmes essayent d'arranger la chose pour qu'effectivement, ce genre d'incident ne revienne pas. Il y a aussi un phénomène de régulation. Donc, il y a des lois qui ont été adoptées dans ce sens. Donc, le bon côté positif, c'est comment, effectivement, surtout pour les mineurs ou les personnes qui ont certaines faiblesses ou des maladies psychologiques ou mentales, comment, effectivement, leur éviter qu'ils tombent dans des situations dangereuses. Ceci est le côté positif. Toutefois, pour l'Algérie, je tiens à soulever un détail important. Durant les années 80, il y avait ce qu'on appelle la moralisation de la scène publique. Il y avait une politique, soi-disant, les mœurs, etc., etc. Mais n'oublions pas que c'est l'époque où la corruption aussi a gangréné. Donc, regardez, on parle de mœurs. La moralisation de la vie politique. Et voilà. Et en même temps, souvenez-vous qu'à l'époque aussi, il y avait, à l'époque de Bouteflika, on parlait aussi, il y avait des gendarmes qui surveillaient les couples. Pour après, s'ils les prennent, normalement, ils vont tout simplement les guider pour leur faire signer un papier pour les, disons, qu'ils se marient ou je ne sais quoi. C'était la chasse au couple. Voilà, tout simplement. Donc, quand on voit ce genre de choses, on se pose la question suivante. Est-ce que ce n'est pas détourner l'attention des véritables problèmes? Ça, c'est la première question. Parce que cette histoire de morale qui revient combien d'années, et il y a un problème. Donc, c'est comme si vous dites que votre société est immorale, ou je ne sais pas quoi, elle est de mauvaises mœurs. Alors, je doute très fort. Et même s'il y a un phénomène social, il faut le régler à la base. La théorie d'Abraham Maslow, enfin la théorie des besoins, qui parle que la non-satisfaction des besoins est un fait, il faut aller au véritable problème. Nous avons une société où l'éducation nationale pose un problème, on ne forme pas des personnes qui ont un sens critique. Et c'est voulu, bien sûr. En ceci, c'est tout à fait normal qu'il y aura des fake news. En même temps, nous avons des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un travail jeune et certains n'arrivent pas à se marier avec la personne qu'ils veulent parce qu'il y a des phénomènes de caste, il y a un problème d'argent. Aujourd'hui, les personnes n'arrivent même pas à se permettre de se marier parce qu'ils n'arrivent pas à affronter certains besoins, etc. Est-ce que donc, il n'y a pas une accumulation de plusieurs paramètres qui fait qu'il y a des tendances? Il y a la nature a horreur du vide. À chaque fois qu'il y a des besoins non satisfaits, il y a des phénomènes qui apparaissent. Mais la véritable réalité, ce qui est cherché, à mon sens, dans cette proposition, c'est la censure politique. Donc voilà le véritable, si vous voulez, le véritable objectif. Parce que, comme j'ai dit, cette moralisation, elle revient de tout temps. Mais le véritable objectif, c'est la censure. C'est comment encore rajouter une couche sur les voix dissidentes. Comment, par exemple, s'il y a une vidéo qui est virale et qui peut effectivement toucher une personne et il va lui faire prendre son droit. Nous allons revenir à ces détails justement au cours de l'émission. Restez avec nous. Azwaou, regardons cette déclaration. حرية التعبير مكفولة لدى المواطن الجزائري له قادة بالقوانين سواء عبر الصحافة أو عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. حرية التعبير مكفولة. احنا رانا نهضروا المقترح يعالج الإشكالات في أخلاقات العمل عفوا أخلاقات المجتمع الجزائري. شوف الأخ قادة لاحظنا مؤخرا أنه فيه مناشير ومنشورات ومحتويات جد ضارة تؤثر على ماهيش من القيم المجتمعية الجزائرية. لسنا نتكلم عن حظر كلي الأخ قادة. كل دول الاتحاد الأوروبي لديها قوانين أو مراسيم تضمن
هذا الشيء اللي رانا نتحدثوا عليه. تركيا في سنه 2000 على ما اعتقد 2020 اصدرت قانون يحكم عمل المنصات الرقميه الكبرى. المانيا سنه 2018، الهند سنه 2021 يفرض قواعد جديده لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بالبلد. المغزى انه تكون تابعه مباشره لرئاسه الجمهوريه، تقوم بمراقبه تنفيذ هذا القانون، اصدار التوصيات واللوائح التطبيقيه، تنسيق مع الهيئات الاقليميه والدوليه فيها. C'était donc le député en question, hein, Bouhali. Sinon, je vais vous lire un extrait de Tristan Gaudio, qui est l'un des spécialistes justement dans ce sujet, dans un article intitulé « Quels pays restreignent l'accès aux réseaux sociaux ?» Depuis 2015, et selon les données disponibles, 62 pays ont restreint ou bloqué l'accès à des réseaux sociaux ou à des applications de messagerie IP, messagerie instantanée. Si l'on comptabilise les coupures et d'autres restrictions d'accès à Internet, ce chiffre grimpe à 77. Et c'est ce qui ressort donc du suivi couvrant 196 pays. Ces restrictions sont principalement le fait de gouvernements non démocratiques. Comme le montre la carte, la grande majorité des pays ayant bloqué l'accès à des réseaux sociaux ou messageries ces dernières années sont situés en Afrique et en Asie. Oui, Hussein. Alors, pour répondre à la question d'une manière globale, d'abord, j'aimerais juste apporter à votre attention que c'est une proposition de loi, donc parce qu'elle est l'émanation d'un député, donc on peut l'appeler comme une proposition de loi. D'ailleurs, j'ai écouté justement quand vous m'avez envoyé les articles concernant, c'est-à-dire le sujet de cette émission d'aujourd'hui. J'ai essayé de voir à peu près, de m'informer sur le sujet. Et donc le député en question, donc il a réfléchi à cette proposition de loi parce qu'il avait une question écrite à un certain des ministres, j'ai oublié lequel des ministres. Donc il a pensé à ce qu'il a réfléchi. Lui, apparemment, il sait à ce qu'ils élaborent une loi. Ils élaborent une loi, cette proposition de loi. Donc en fait, quand c'est l'émanation des députés, on l'appelle une proposition de loi. Et ce qui a frappé justement, ou ce qui a attiré mon attention à Hussein dans cette proposition, c'est que le député en lui-même. Oui, absolument, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. À l'époque, exactement, c'était au mois de mai, quelque chose comme ça. Donc du coup, ce qui a attiré mon attention à Hussein, comme je disais dans cette proposition de loi, c'est que le député en lui-même, il est du parti Jabhat al-Mustaqbal, c'est-à-dire le front je ne sais plus comment on appelle en français, le front de l'avenir ou du futur, je ne sais même pas comment on l'appelait. Donc Jabhat al-Mustaqbal, qui est censé être un parti entre guillemets de l'alliance ou on va dire d'une pseudo-opposition. Donc, c'est une proposition de loi qui a justement dans son détail, si on la regarde dans son détail, elle prône une création d'une autorité de régulation sous tutelle de la présidence de la République. Et là le danger. Et je pense que c'est une forme de manipulation de la part de Tebboune ou des services de la présidence de faire en sorte à ce qu'ils fassent passer justement une loi restrictive des libertés, parce que aujourd'hui les réseaux sociaux restent un domaine, si vous voulez, techniquement et maîtrisable, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à le maîtriser par rapport au pouvoir parce qu'ils n'ont pas la technicité et puis ils n'ont pas le pouvoir vis-à-vis des grandes plateformes internationales pour le restreindre. Donc je pense que c'est une feinte de la part de la présidence pour dire que voilà, c'est pas le président, c'est pas Tebboune ou c'est pas le centre du pouvoir qui propose cette loi, mais c'est plutôt les députés. Mais ce député-là, il propose que cette autorité de régulation soit sous tutelle de la présidence de la République. Et là, on voit depuis notamment 2019
il y a une concentration des pouvoirs au niveau de la présidence de la République. On y voit que ce soit des pouvoirs militaires, des pouvoirs sécuritaires, de renseignement. On a même vu à une époque, même actuellement, une forme de gouvernement bis au sein de la présidence de la République. Et je pense que c'est ce qui a accéléré la démission, entre guillemets, de Ayman Abdelrahman, parce qu'il n'était pas d'accord avec, justement, on avait créé des comités, des commissions au niveau de la présidence qui contrôlaient le travail du gouvernement. Donc, en gros, le gouvernement, c'était un khadra fawq ta'am, comme on dit en arabe. Donc, à mon avis, je pense que c'est une forme de manipulation pour aller dans le sens de restreindre les libertés. Maintenant, si on parle sur le fond, il y a une forme de... Alors, ça vient dans un contexte un peu global, ça veut dire dans un contexte international tel qu'il a expliqué Mohamed Amziane, et je partage son analyse là-dessus. Donc, c'est-à-dire que la régression des libertés, notamment dans les pays dits démocratiques, du monde libre. Et puis, il y a le contexte algérien. Je pense que c'est une forme aujourd'hui, c'est-à-dire on voit une forme de l'histoire qui est en train de se refaire, de se répéter en Algérie. Alors, le contexte, c'est que quand le pouvoir passe une mauvaise passe, c'est-à-dire il est contesté par la population, donc il est ébranlé un peu, notamment depuis 2019, donc il manque de légitimité, donc il trouve sa légitimité, si vous voulez, à son soutien dans certaines franges de la société algérienne, notamment les islamistes, qui sont contre le pouvoir, bien évidemment. C'est les islamistes qui sont au pouvoir. Il y a une forme tacite, une forme d'alliance tacite qui se crée. Donc, le pouvoir, c'est-à-dire le courant conservateur, il est là pour que pour l'ascenseur. Et un des éléments avec lequel nous allons vous rappeler Azwa. Parce qu'il y a des coupures. Maintenant, je ne fais très bien ce qu'il dit. Mohamed Amziane, alors Mohamed Amziane, c'est ce que disait justement Azwa. Est-ce que c'est vraiment un projet réfléchi, il y a une stratégie derrière, il y a des études, ou juste une course effrénée pour plaire au pouvoir, pour plaire à Tebboune? Premièrement, n'oublions pas que la jeunesse, ou pas que la jeunesse, nous autres, tous les âges, préfèrent les médias alternatifs, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, pour s'informer, pour voir, etc. C'est pour ça que je dis, et encore, malgré qu'il y a eu des critiques de scientifiques sur les algorithmes, ceux qui sont derrière les algorithmes à Silicon Valley, ils essayent toujours d'améliorer le produit. Il y a toujours du bon et du mauvais. Donc, les gens, quand ils partent dans les médias alternatifs, ça veut dire que ceux qu'ils trouvent à la télévision ou ceux qui, dans leur environnement direct, ne leur plaît pas. Surtout les jeunes, c'est pour ça qu'ils aiment le clic, tout simplement. Et ce n'est pas qu'en Algérie qu'il y a eu, par rapport au côté négatif, ce n'est pas qu'en Algérie, mais ce projet serait sérieux uniquement, à mon sens, s'ils ont abordé la protection des mineurs et s'ils ont abordé aussi, par exemple, la non-diffusion de contenus choquants, par exemple des crimes, etc. Oui. C'est-à-dire pour protéger la sensibilité. Et bien sûr, pour protéger les personnes susceptibles ou sensibles, parce qu'il y a des maladies, vous ne pouvez pas les voir. Les psychologues... Justement, pour apporter de l'eau à votre moulin, on va écouter Tebboune, qu'est-ce qu'il répond justement à cette question. نحذر المواطنين من هالفيسبوك جاي من دولة ما تبغيناش الخير نحذر المواطنين من هالفيسبوك جاي من دولة ما تبغيناش الخير. Mais le problème, Facebook ou les réseaux sociaux ont été adoptés par plusieurs pays. Donc, il doit nommer ce pays qui ne veut pas du bien, hein, n'est-ce pas? Premièrement. Et puis, comme je dis, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Et c'est ça qu'il faut voir. Pas uniquement dans Facebook, dans les réseaux sociaux en général.
dans les réseaux sociaux en général. Il y a certaines personnes. Même Macron, je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, en France, pareil, Macron a appelé à convoquer 200 experts cette semaine, justement, pour sauver la démocratie, c'est ce qu'il a dit. Justement, il parlait des réseaux sociaux, du danger des réseaux sociaux. Oui, mais écoutez, les GAFAM, pas que, c'est-à-dire les GAFAM en général, sont en train effectivement d'avoir une part extraordinaire dans les marchés, dans le business, etc. C'est tout à fait normal. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Comment réguler? Mais je dis qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la tendance à museler la liberté d'expression. Je vous donne un petit exemple. Parlons de la France, puisque vous l'avez cité. Certaines personnalités politiques, malgré qu'elles soient invitées dans des plateaux, mais ils ne sont pas aussi invités que certains courants, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Par contre, quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux, ça fait des buzz, ils peuvent faire des conférences, ils peuvent faire des lettres, ils peuvent faire même des médias, par exemple YouTube, etc. Donc c'est une forme que la société s'organise. N'oublions pas que Macron, qu'on le veuille ou pas, il a été quand même entaché par plusieurs affaires, dans l'affaire des Gilets jaunes. Maintenant, comment qu'il a su surtout gérer, comment qu'il a géré cette affaire. Je ne parle pas des tenants et des aboutissants, ceci est un autre sujet, mais comment qu'il a géré. Donc, ce n'est pas vraiment une personne qui est connue comme étant un grand défenseur de la démocratie. Au contraire, il y a un rétrécissement de la démocratie, mais même en France, n'oublions pas. En même temps, Macron n'appelle pas à faire une loi, il appelle un débat. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Oui, un débat de spécialistes. Et en même temps, oui, j'ai dit, parce qu'il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Il faut peser, il faut améliorer. Et dans le député dont il est question dans le projet, si par exemple c'est pour la protection des mineurs, on est d'accord. Si c'est par exemple pour interdire les contenus choquants, criminels ou qui appellent au terrorisme, à glorifier le terrorisme, on est d'accord. Si par exemple pour protéger les personnes qui sont très sensibles, il y a beaucoup de maladies. Donc juste en restant beaucoup sur Internet, ça peut les déstabiliser davantage, d'accord. Mais si vous allez comprendre, si vous allez un tout petit peu lire, vous allez trouver qu'ils ont parlé aussi, si vous voulez, de contenu, de fake news, de certains, etc., etc. Donc, alors que réellement, à mon sens, cette loi, elle peut séduire, mais ce qui est caché, c'est toujours la liberté d'expression. Et dans un monde tel que nous le voyons, parce que les fake news existent, même des présidents font des fake news. Donald Trump est l'un des plus grands présidents, reconnu, je dis grand, pas parce qu'il est grand, c'est-à-dire il a fait beaucoup de fake news dans sa campagne, et même quand quand il était aussi en campagne, la première mandature, la dernière en date, il a parlé de migrants qui mangeaient des chiens, etc. Donc, les fake news existent. Comment les intégrer dans notre environnement? Comment s'y adapter? Comment pousser les gens à utiliser le sens critique? Justement, c'est ça dont il faut faire. C'est ça dont il faut faire la promotion. L'analyse critique, le débat contradictoire. Comment qu'une personne peut déjouer n'importe quelle information, il ne va pas tout simplement la suivre, mais les fake news existent, ils ont toujours existé. On l'appelle en société, par exemple, la rumeur. Au quotidien, on la vit. Et encore, n'oublions pas que même la rumeur… Ce texte, justement, il parle de tout ça. Hein. Il parle de la souveraineté numérique. Donc, les données des utilisateurs algériens devront être conservées sur le territoire national. Il parle de l'autre axe de, justement, la protection des enfants et des adolescents. Il exige des plateformes, la mise en place de mécanismes efficaces pour limiter l'accès au contenu inapproprié. Donc, il y a beaucoup de règles qui sont… une autorité nationale de régulation de l'espace numérique ont été indépendantes, rattachées à la présidence. Mohamed Damzi. Déjà, pourquoi rattacher à la présidence? Mais n'empêche que tout ce qui a attrait, c'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a des précédents en Algérie. Quand on parle de mœurs, j'ai cité des exemples, quand on parle de moraliser les années 80, etc., à la fin, il y avait des affaires de corruption. Au jour d'aujourd'hui, cette fermeture, moi, je l'interprète comme étant un rétrécissement. C'est vrai que
si c'était que ça, si c'était que ce que tu viens de dire, tout simplement, la protection des mineurs, certains contenus choquants, etc., bien sûr, qui peut être contre? Personne. Et au contraire, ils ont tardé. Voilà. Pourquoi maintenant? Ils ont trop tardé. Mais pour en même temps, le texte prévoit des sanctions, bien sûr, un arsenal même de sanctions progressives, hein, allant des amendes substantielles jusqu'au blocage temporaire de la plateforme. Quel blocage temporaire de la plateforme? Il parle de, excusez-moi, il parle de souveraineté numérique. Tout ce qui est technologie sont des consommateurs. Ce n'est pas que l'Algérie. Hein. Beaucoup de pays au monde, surtout notamment le continent africain, l'Amérique latine, il y a la Chine qui essaye d'avoir ses propres apps, il essaye même de créer son propre réseau, etc. Donc, dans un monde où la technologie, nous sommes des consommateurs. De quelle souveraineté numérique dont on parle? L'IA, nous pouvons être que consommateurs. Les réseaux sociaux, nous sommes consommateurs. Donc, de quelle technologie on peut être vraiment souverain? Donc, il faut dire, c'est juste un mot. On peut réguler, oui, réguler certaines activités, etc., comme la loi, comme le projet le prévoit. Mais ce qui est caché, à mon sens, c'est toujours comment museler, comment empêcher les voix dissidentes. Certains contenus, je vous donne un petit contenu qui peut être peut-être, d'après cette loi, d'après les objectifs donnés à ce genre de loi, si une personne partage une information véridique, mais qui peut toucher un détenteur du pouvoir, elle va être tout simplement complètement censurée 24 heures après, et l'individu sera traité de tous les noms, de traître, etc. C'est pour ça que je dis que ce genre de loi, ils doivent être au contraire si et uniquement ciblés pour protéger certaines franges de la société, tant mieux. C'est quelque chose de formidable. Mais je ne pense pas que c'est ça. Et les questions restent posées. Oui, moi, vous êtes resté avec nous. On me dit que Azwaou est revenu. Azwaou, nous allons regarder cette vidéo, Azwaou. أقولها اليوم وقولوها أنتم في الصحافة. أكثر من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صورة الجزائر. 9000 عبر يراقبون العالم، وانتايا غير تظهر صورة الجزائر. Il y a ce qu'on appelle le prisme informationnel. هنا الدولة تتدخل باش تدعم وسائل الإعلام. Azwaou, voilà. Donc, la question reste ouverte. Hein, réguler, cadrer, encadrer, censurer. Oui, Hussein, j'aimerais juste rebondir à ce que je disais tout à l'heure par rapport au contexte, c'est-à-dire qu'il y a un contexte d'alliance tacite entre les conservateurs et le pouvoir des militaires. Donc le militaire, il est là, les conservateurs, ils sont là pour apporter leur soutien quand le pouvoir en a besoin, et vice-versa, c'est-à-dire que le pouvoir, il doit rendre l'ascenseur. Comment? C'est-à-dire en laissant ce courant conservateur élaborer des lois. Justement, il y a toujours un soubassement idéologique, religieux dans tout ce qui est promulgation de lois, sur tout ce qui touche notamment la moralisation entre guillemets de la société. Hein. Généralement, c'est des islamistes du pouvoir qui apportent ce genre de propositions de loi ou de projets de loi. Effectivement, c'est que dans cette loi-là, il y a, si vous voulez, des anguilles sous roche. Ça veut dire qu'en gros, on va vous dire qu'on doit... Oui, mais tout le monde est visé, Azwaou. Ça m'étonnerait que la loi, demain, s'il est appliquée, je sais pas, va épargner un islamiste ou un barbu ou pas un conservateur, un gars du régime. C'est pas ça. Non, c'est-à-dire le porteur du projet, ça veut dire que, entre guillemets, il veut moraliser la société. C'est comme si la société est immorale. Ça veut dire que les Algériens, c'est comme s'ils sortent tout nus tous les jours. Ils s'adonnent à des extravagances de je ne sais quoi. Donc en réalité, c'est qu'il y a un courant politique idéologique en Algérie qui s'appuie sur le pouvoir des militaires pour profiter justement des situations de fragilité du pouvoir
il lui apporte son soutien politique. En contrepartie, on lui donne la société. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous avez la société, enfin l'Algérie, qui est partagée entre deux de ces deux alliés tacites. C'est-à-dire les militaires qui ont le pouvoir politique et économique, en gros. C'est-à-dire que vous avez le ministère de la Défense, vous avez la présidence de la République, enfin les ministères, et les pouvoirs économiques. Ça veut dire que les militaires, aujourd'hui, ce qui leur importe, c'est d'avoir la mainmise sur la rente pétrolière. Et vous avez en contrepartie, de l'autre côté, les islamistes du pouvoir qui essayent, enfin les conservateurs, si on peut les appeler comme ça, que pour eux, ce qui importe, c'était juste d'avoir la mainmise sur la société, l'éducation, la justice, justement l'élaboration des lois qui touchent la société, les médias, la culture, donc tout ça. Donc en réalité, ils se partagent. Est-ce qu'il y aurait un rapport à ce moment entre ces deux projets de loi d'ailleurs? Celui de déchoir des Algériens de leur nationalité et celui justement de censurer ou de réguler. Puisqu'au final, j'ai l'impression que les gens qui sont visés, finalement, c'est ces opposants, justement, qui interviennent chaque soir, qui rentrent chaque soir dans les salons des Algériens à travers YouTube, TikTok, etc., même s'ils sont à Paris ou à Londres. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les courants, c'est-à-dire que pour que je ne donne pas l'impression que je suis contre les islamistes que de coucou, ce n'est pas ça ce sont mes adversaires politiques, mais c'est-à-dire que je ne vais pas les attaquer et je ne fais pas mon feu de tout bois juste pour les attaquer. Mais il y a des islamistes qui sont contre le pouvoir et on les voit aujourd'hui, hein, il y en a tellement, hein, et vous avez ceux qui sont avec le pouvoir. Mais par rapport au rapport qu'il y a entre les deux lois, le rapport, c'est-à-dire c'est le rétrécissement des libertés, ça veut dire qu'on est dans un système tellement dictatorial qui sombre dans la dictature et le totalitarisme, ça c'est le rapport. Maintenant, quand vous prenez le projet de loi de la déchéance de la nationalité, certainement qu'il va attaquer les opposants généralement, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas différencier entre un islamiste et comment dirais-je, et un laïc ou un progressiste. Et cette proposition de loi par rapport aux réseaux sociaux, généralement, il y a toujours un sous-bassement idéologique, même, c'est-à-dire en parallèle c'est-à-dire des volontés ou des velléités politiques, comme il l'a exposé tout à l'heure Mohamed Amziane, c'est-à-dire qu'il y a une anguille sous roche, ça veut dire aujourd'hui, en gros, on vous vend ce projet de loi ou cette proposition de loi comme une proposition qui va dans le sens de régulation des réseaux sociaux. Ça peut être une bonne chose d'ailleurs, parce qu'il a cité quelques députés, j'ai écouté son intervention sur leur TV. Ça peut être une bonne chose, certains pays l'ont adopté. Il a parlé de la Turquie qui, pour lui, selon lui, est idéologiquement plus proche, selon lui d'ailleurs, selon ses déclarations. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'un sous-bassement idéologique. Il parlait de la Turquie, c'est comme si on était proche culturellement, idéologiquement, et tout ça. Alors que ce n'est pas le cas en réalité quand on analyse les choses. Mais bon, donc ça peut être une bonne chose dans le sens d'aller dans la protection de l'enfance, des adolescents, de la protection des données personnelles. Il y a tellement de bonnes choses qui peuvent être dites sur ces propositions de loi. Mais dans un système dictatorial tel que le nôtre et totalitaire, il y a toujours, je disais, des anguilles sous roche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend par exemple la condamnation des fuites à l'étranger, ils en ont parlé, des fuites à l'étranger, des données ou pas que des données, des informations, d'ailleurs ce qu'on appelle tselibat en langue arabe, parce que aujourd'hui la bête noire justement de ce pouvoir, c'est les fuites d'informations de l'intérieur. Donc aujourd'hui, et pour limiter justement leur propagation, parce qu'en réalité, ils peuvent pas. Ils ont essayé de limiter, ils ont emprisonné pratiquement tous les généraux, tout le monde est emprisonné, et tout le monde. Mais comme ils n'arrivent pas à maîtriser justement ces fuites-là, ils essayent de le faire. Ça veut dire sur les réseaux sociaux de faire de la pression, parce que ce projet de loi en réalité, c'est quoi, cette proposition de loi en réalité, c'est que techniquement ils n'ont pas les moyens justement de maîtriser les réseaux sociaux, parce que c'est des plateformes internationales. Même les grandes puissances mondiales n'y peuvent rien. Mais ils essayent de mettre une pression entre guillemets politique, c'est-à-dire quoi, en les obligeant
à ouvrir des bureaux en Algérie, donc ils ont des interlocuteurs directs pour les autorités algériennes, donc ils peuvent leur exiger, leur imposer certaines injonctions du pouvoir algérien. Si ces plateformes refusent, à ce moment-là, ils peuvent les bloquer pendant un moment. Et donc, c'est d'exercer cette forme de pression. Si jamais demain, vous avez des informations à l'encontre de Tebboune, ou compromettantes contre Tebboune ou Chengueliha qui circulent sur le net, donc ce que va faire le pouvoir, il va ordonner ces plateformes de les retirer de la plateforme, faute de quoi ils vont le menacer de bloquer et même de leur imposer des amendes. Maintenant, est-ce que c'est faisable sur la réalité? Je ne sais pas, parce qu'il a évoqué l'exemple turc, le député a évoqué l'exemple turc, qui disait justement ils ont réussi à imposer à ces plateformes une forme de coopération pour limiter. Mais donc l'objectif de ce pouvoir, c'est justement de limiter ça. Et je vais vous citer un exemple par rapport à ça. Il y a Mohamed Sifawi, le journaliste Mohamed Sifawi. Donc aujourd'hui, il publie des vidéos sur les réseaux sociaux concernant des affaires de corruption, de mœurs, liées pas liées aux personnes, à l'activité, c'est-à-dire à la fonction en elle-même. Donc, il publie ça. Donc, il y avait une publication qu'il avait faite récemment sur Tebboune. Et donc, on l'a signalé sur YouTube avec des milliers de trolls. Donc, YouTube l'a bloqué, l'a supprimé. Donc, il a entamé justement une procédure juridique au niveau de YouTube. Donc, il s'est rapproché du service juridique. Et donc, on a rétabli justement la vidéo. Et puis après, on lui a promis une certaine protection de ces vidéos. Et donc, ils ne vont pas les censurer, les supprimer automatiquement. Ils doivent être, ça veut dire, soumises à un contrôle humain et non pas à un contrôle. C'est pour ça d'ailleurs que le projet parle d'une autorité nationale de régulation du cyberespace. Mohamed Mziad, d'ailleurs, quelle sera la place et l'indépendance de cette autorité, Mohamed Mziad? Parce que, bien sûr, nous avons de l'expérience avec l'autorité nationale de l'audiovisuel, d'ailleurs. Écoutez, la question elle est simple et la réponse est simple. Nous sommes dans un pays pratiquement verrouillé, donc je ne pense pas qu'il y a des institutions autonomes en Algérie. C'est clair, ni la justice, ni rien du tout. Ça, c'est mon opinion en tout cas. C'est ce que j'observe, c'est ce que je remarque. Et j'aimerais juste rebondir. Donc on se dirige tout droit vers la censure, etc. C'est pour ça que quand j'ai commencé mon intervention, j'ai cité certains pays en les dispatchant en 3 catégories. Les dictatures, les extrêmes droites et les autocraties. Tous, oui. Ils se ressemblent dans cette tendance à la censure, dans cette tendance à la fermeture, dans cette tendance de détenir à eux seuls la vérité absolue. Voilà. Et bien sûr, au fond des choses, en argent, tout le monde est de même religion. Quand on va essayer de creuser, on va voir aux détenteurs du véritable du pouvoir, ce sont des gens qui s'enrichissent. Pour preuve, ceux qui ont investi dans Hitler, c'est Rockefeller, entre autres, qui était nazi, alors que Rockefeller n'avait rien avec le nazisme, mais n'empêche qu'ils ont investi en lui. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous trouvez des hommes d'affaires très connus investir dans l'extrême droite, ça vous donne un aperçu, si vous voulez, de comment que le monde est orienté. Et en Algérie, tel qu'il a été cité par Zouaou, moi je pense effectivement que ce rapprochement entre le courant des islamistes maisons, ça donne, c'est pour ça que je qualifie le régime algérien d'extrême droite, vu qu'il passéiste et utilise la religion, un passé glorieux, appelle à chaque fois d'un ennemi extérieur et intérieur, et bien évidemment faisant ouvrir l'espace, ouvrir tout simplement tel qu'il a dans le projet des mines aux multinationales. Donc il a toutes les et bien sûr, ce musulman de la presse, ce rétrécissement des libertés, il a toutes les caractéristiques, du moins il se part de l'habit de l'extrême droite dans un contexte international qui lui est favorable.
Et c'est pour ça que ceux qui vont défendre ce genre de projet, ils utilisent l'argumentation. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans tel pays, tel que la Turquie, regardez ce qui se passe, par exemple, dans un autre pays, etc., 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 pour justifier, si vous voulez, ce genre disons, de projet. Là, il est juste projet pour l'instant, mais au fond, comme je l'ai dit, c'est le rétrécissement des libertés, c'est museler encore les voix dissidentes, et certainement qu'il y a des gens qu'ils ont déjà en tête, peut-être, qu'ils veulent viser, et comme il l'a signalé à Zouaou, effectivement, il y a des contenus qui peuvent être perçus comme étant des attaques personnelles, et après, en Algérie, bien évidemment, ils peuvent être perçus comme étant atteinte à l'État. Mais ce qui est un tout petit peu, je dirais, qui doit être normalement étudié sérieusement, c'est si une personne touche la vie privée des gens, d'accord, c'est immoral. On ne touche pas, elle est sacrée, la vie privée des gens. Mais s'il y a des informations de corruption, ceux-ci ne doivent pas être sanctionnés. Au contraire, c'est la justice qui doit être autosaisie. Comme je l'ai dit dans l'autre émission, ce qui doit être perçu comme trahison, c'est quand il y a des informations d'ordre stratégique importantes pour l'Algérie, ils sont vendus ou ils sont donnés à une puissance étrangère. Et c'est pour ça que la question là de l'ennemi, du traître, c'est une question tellement subjective que réellement, c'est subjectif. Je ne vois pas d'objectivité, d'autant plus que même l'insulte, dans notre pays, on se demande c'est quoi réellement l'insulte. Maintenant, on est dans la disposition psychologique de se dire, finalement, en Algérie, c'est quoi insulter un politicien, une personnalité publique, c'est quoi la limite du verbe, quand est-ce que commence l'insulte, où doit arrêter l'insulte. C'est pour ça que cette confusion, elle ne fait que rajouter, si vous voulez, une négativité à la situation ambiante. Parce que j'ai toujours espéré, et pas que moi, j'en suis sûr, que le régime va revenir en arrière et au contraire, dans un contexte international de fermeture, c'est une occasion en or d'essayer de se rapprocher de sa population, d'ouvrir le débat, donner beaucoup d'importance à l'initiative économique des Algériens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées, investir en eux, essayer de se faire beaucoup d'alliés et ne pas s'isoler, essayer d'être flexible, penser à la souveraineté productive. Mais là, on s'aperçoit, parce qu'avec ce genre de situation, de rétrécissement, et plus il y a des frustrations, plus il y a de rétrécissement, plus la situation va être explosive, et ça ne veut pas dire qu'il pourrait gérer toutes les situations explosives, d'autant que plus tout le monde est conscient que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions que même les puissances sont en train de poser. Nous l'avons vu avec Lavrov, nous l'avons vu avec Witkoff. Donc, au contraire, il faudrait je pense que le régime, ça s'agisse, il lui est de l'intérêt de tous les Algériens que la situation parte dans la relaxation. Merci, Mohamed Mziane. Azwa, nous allons écouter cette vidéo. سأشهر سيف القانون وسيكون حادا سأشهر سيف القانون وسيكون حادا وسيكون حادا وسيكون حادا في هذه المسائل. ما فيهاش تسامح، ما فيهاش تسامح. بلادنا الحمد لله بلاد حريات، من الدستور للقوانين الموجودة والتزامات السيد رئيس الجمهورية. اللي يحب يتكلم يتكلم، اللي يحب ينتقد ينتقد. Azwa, le temps est donné. Bon, premièrement, ce ministre de la Justice, personne n'y croit, hein, de toute façon. Il ne croit pas. Si vous voulez, ce ne sont pas des militants, de grands militants, porteurs de valeurs universelles, de valeurs de liberté, de démocratie, pour qu'aujourd'hui ils viennent prêcher leurs paroles, leurs belles paroles, entre guillemets, à la tribune de l'Assemblée nationale ou de Palais de la Nation. Ce sont des fonctionnaires en général. En l'occurrence, lui, il était un magistrat, un juge. Et donc là, je pense qu'il peut dire ce qu'il veut, mais en réalité, lui, il n'est qu'un ministre, le ministre de la Justice. Il est là justement pour essayer d'améliorer, ça veut dire
la condition du secteur, les conditions du secteur de la justice. Il est là pour apporter des projets de loi éventuellement s'il y a des manquements c'est-à-dire dans les lois existantes, mais en aucun cas il a le droit de s'adresser au juge de comment juger, parce qu'en fait dans un pays de droit, de séparation de droits qui se respecte, certes, les politiques, en l'occurrence le poste de ministre de la Justice est un poste politique, ils ont tout à fait le droit d'apporter des lois, mais en aucun cas ils ont le droit de s'immiscer dans la manière avec laquelle les juges doivent, c'est-à-dire appliquer la loi. Ils peuvent changer la loi, ils peuvent militer ou travailler pour que des lois changent, c'est-à-dire dans la légalité, en respectant le circuit entre guillemets républicain et constitutionnel. Mais en aucun cas, ils doivent donner des injonctions au juge, parce que le juge du siège, en général, ce qu'on appelle les juges qui jugent du siège, ils sont une autorité et même un pouvoir indépendant. Donc, certes, ils travaillent avec des lois que l'APN leur a apportées, que l'APN aura adoptées. Mais à aucun moment, enfin le Parlement d'une manière générale, mais à aucun moment, c'est-à-dire ces politiques peuvent intervenir et donner des injonctions et des directives ou des instructions à ces juges. Et ce qu'on voit aujourd'hui, justement, c'est ça. C'est-à-dire que ce ministre de la Justice, il appelle les juges, il appelle les juges à appliquer la loi, alors que les juges, ils appliquent la loi, ils ne peuvent pas, entre guillemets, dans un pays qui se respecte. Hein. Après, on sait très bien que notre pays, c'est un pays où la justice marche avec des injonctions, avec les coups de téléphone. Et ça, c'est grave dans un pays, dans un pays, mais après, ce n'est pas étonnant de la part, dans un pays comme le nôtre. Si c'était dans un pays démocratique, ça aurait été un scandale. Mais bon, après, il faut savoir une chose sur que, comme je disais tout à l'heure, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans un climat ou dans un contexte qui est propice justement à la totalitarisation, à la dictatorisation de l'Algérie. Et donc, il n'y a pas que ça, il y a tellement de lois. Vous avez la loi, le code pénal, le code de l'information, des partis politiques, la loi électorale, tout, y compris, c'est-à-dire la constitution algérienne, c'est une dérive. Hein. Donc, quand on voit tout ça, on se dit qu'il y a une volonté de ce régime de s'enfoncer dans la dictature et de concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, en l'occurrence Tebboune. Donc aujourd'hui, on voit tout est concentré entre les mains de Tebboune, y compris, je disais, c'est-à-dire y compris les aspects sécuritaires et de renseignement. Ils essayent de les enlever à Chengueliha pour qu'il ait la même mise sur tout ça. Je disais ça parce qu'en fait, tout à l'heure, je n'ai pas fini mon raisonnement concernant le député qui est censé être, je ne sais pas, de l'opposition de façade ou même une forme d'alliance un peu éloignée. Il proposait une loi qui donne plus de pouvoir à un président de la République. C'est-à-dire qu'un député qui est censé, c'est-à-dire défendre son pouvoir à lui, défendre les libertés, défendre justement, essayer d'avoir plus de pouvoir, c'est-à-dire au sein de l'APN, ou essayer de parlementariser, c'est-à-dire le pouvoir, de donner beaucoup plus de pouvoir au Parlement, on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un parlementaire qui donne plus de pouvoir à un président de la République. Ça veut dire qui rend le pouvoir hyper présidentialiste. Donc on se dit que, honnêtement, c'est-à-dire si ce n'est pas une forme de dictatorisation, de totalitarisation, et je vous donne un exemple qui est très frappant pour vous dire le système... Rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, je vous cite un exemple de Abdelkader Belguirina qui était deuxième en 2019. Selon leurs chiffres, il était deuxième derrière Tebboune. C'est-à-dire, quand on dit deuxième, ça veut dire qu'il est le premier opposant. On est bien d'accord à Tebboune. Et on a vu 4 ans après annoncer son soutien à Tebboune. Vous imaginez, vous, ici en France, Marine Le Pen qui était deuxième, c'est-à-dire derrière Emmanuel Macron, venir soutenir Emmanuel Macron, si c'est de la folie. Alors Azor, puisque vous parlez de ça, je viens juste de lire justement une information qui vient de tomber. قيادة ائتلاف الأحزاب الأغلبية تنوه بالإصلاحات الهامة التي جسدها الرئيس تبون
إرادة أحزاب الأفلال الإيرندي البناء والمستقبل، ولا البناء الاثنين لا والمستقبل، تشيد بالإنجازات الملموسة المحققة في الميدان بفضل القيادات الرشيدة لرئيس الجمهورية. محمد مزيان، un dernier mot. Écoutez, je pense que nous avons beaucoup parlé, nous allons encore le dire. On espère qu'il y aura toujours un retour en arrière, malgré que la tendance est encore à la fermeture. Et ceci ne peut pas servir ni le peuple algérien, ni le régime lui-même. En tout cas, la situation telle qu'elle est, il y a un calme apparent. Et plus ils essaient d'ajouter des couches, et plus ils sont en train d'essayer un tout petit peu de se concentrer sur des personnes, ces personnes vont encore faire davantage et davantage et davantage. Je ne pense pas que la politique de l'exclusion et de l'anathème ou de la censure peut régler les problèmes sur le plan médiatique et sur le plan de l'expression. Au contraire, il faudrait avoir une culture inclusive du débat contradictoire. C'est ça qu'il faut promouvoir. Le reste, la situation internationale est très dangereuse. J'espère qu'ils vont se rassagir. Merci, Mohamed Mziane Rahboun. Merci à Zouaou Chemrouk. Merci à vous toutes et à tous. Et Madilena, à demain, Inch'Allah.